entend nos autres posts. Merci donc de cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. C'est assez. J'ai l'habitude de faire. Enfin, j'ai fait quelques conférences par Zoom déjà. Merci à celles et ceux d'entre vous qui laissaient la caméra allumée parce que pour les autres, et c'est OK, hein, si vous voulez éteindre, c'est complètement OK. Mais pour les autres, on voit des vignettes. C'est grâce à celles et ceux qui ont les caméras allumées, je sais que je parle à des personnes. Sinon, je parlerai qu'à l'écran de mon ordinateur. Voilà, et ce qui m'a permis de remarquer, Guylaine, il me semble bien que nous avons les mêmes coussins sur notre canapé. C'est un peu comme si je vous invitais chez moi et si vous m'invitiez chez vous. Alors, le thème de la conférence aujourd'hui, c'est « Nous vivons une révolution spirituelle ». On aurait pu l'intituler plus dans le doute en disant « Vivons-nous une révolution spirituelle ?» Ou « Se pourrait-il que nous vivions une révolution spirituelle ?» Point d'interrogation. Je fais partie des personnes qui pensent que nous vivons une révolution spirituelle et c'est sous cet angle-là que je vais vous parler, alors pas forcément pendant 1 heure. Je vais vous parler, Guy, vous m'interrompez quand vous voulez et dans l'heure, il y aura bien sûr un temps de questions-réponses. Alors, je vais vous parler de la situation actuelle, mais je ne vais pas vous parler de la situation actuelle que nous vivons toutes et tous depuis 1 an maintenant, depuis plus d'1 an. Je ne vais pas vous en parler sous l'angle sanitaire, social, psychologique, économique. Si on était sur les réseaux sociaux et dans les médias, on en parle assez largement sous cet angle-là. Et c'est un espace en fait assez tendu parce que c'est un espace de fragmentation, c'est un espace où on va être d'accord, pas d'accord, où il n'y aura pas vraiment de débat. Enfin, pour aller sur Twitter de temps en temps ou certains réseaux sociaux, c'est un espace que je trouve très violent. C'est l'espace de la division, c'est l'espace de la fragmentation. L'angle sous lequel je vais vous parler de la situation actuelle, c'est l'angle spirituel. Il me convient beaucoup mieux parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de division, qu'il n'y a pas de fragmentation, mais c'est un espace où spontanément, naturellement, on a la possibilité d'être beaucoup plus en paix et en union. Et je m'interroge, encore juste avant cette conférence, je discutais avec une amie, je disais, mais est-ce qu'il faut aller dans la société et rentrer dans cette espèce d'arène d'idées, de contre-idées, de contre-contre-idées et faire entendre sa voix, ou est-ce qu'il faut être dans cette dimension plus spirituelle, d'apaisement, de recherche d'apaisement intérieur? Je n'ai pas toujours la bonne réponse à cette question-là, mais ce que je sais, c'est que c'est l'espace dans lequel je me sens mieux, je me sens le plus en paix. C'est donc l'espace que je privilégie, ce qui ne veut pas dire que je ne dis pas ce que je pense, mais quand je dis ce que je pense, c'est ce que je pense moi, point. Et il n'y a aucun prosélytisme ou aucune volonté de convaincre. Et d'ailleurs, dans tout ce que je vais vous dire, il n'y a aucune volonté de vous convaincre de quoi que ce soit. Je vais juste vous livrer mon expérience de vie et mon témoignage. Voilà, donc prenez-le comme vous avez envie de le prendre. Ça résonne, super, et j'en serais ravie. Ça ne résonne pas, vous n'en voulez pas, c'est OK aussi. Et des fois, quand ça ne résonne pas avec ce que l'on ressent et pense au plus profond de soi, ça permet en contraste, en creux, de mieux comprendre pour soi-même ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Donc au moins, cela aura servi à ça. Alors voilà, témoignage de vie, qui je suis, parce que vous ne me connaissez pas, et qui c'est la dame qui vient nous parler. Alors 2 mots sur moi avant de commencer. Mon métier dans la vie civile, dans la vie professionnelle, c'est de faire de l'accompagnement. J'accompagne des personnes individuellement et des équipes dans les associations, dans des entreprises. Je travaille avec des comités de direction. Et j'ai fait ma carrière dans le monde marchand. Je fais du conseil dans les entreprises, mais aussi de l'accompagnement plus personnel. Ça, c'est mon métier. J'ai une implication aussi dans la société civile. Et puis, la vie m'a amenée à développer, en fait, que depuis que je suis petite, je suis animée par 2 questions, toutes petites. Qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née? Et ces 2 questions m'ont aidé à tracer mon chemin de vie. Et ce sont les 2 questions qui me guident sur mon chemin spirituel, qui au départ a été un chemin pour comprendre le monde et m'intéresser à certaines disciplines qui aident à comprendre le monde et bien sûr me comprendre dans ce monde avec la psychanalyse, avec les petites cousines de la psychanalyse, avec tout ce qui est de l'ordre de la psycho. Et il y a eu un événement important dans ma vie, c'était il y a 20 ans, bientôt 21, lorsque j'ai fait ce qu'on appelle une OBE.
Out of Body Experience en anglais. Peut-être vous savez, peut-être vous savez pas, en français, ça se dit sortie hors du corps. J'ai fait une sortie hors du corps très brutale qui m'a amenée dans la lumière. C'était un dimanche après-midi, je me reposais, tout d'un coup, chloup, je me suis retrouvée ailleurs. Et je me suis retrouvée, alors je ne vais pas raconter en détail, mais je me suis retrouvée dans un espace. L'expérience m'a convaincue que tout était amour, tout était lumière dans ce monde-là. Tout est amour, tout est lumière, et je suis revenue dans mon corps avec cette vibration et cette certitude intérieure que tout est amour, tout est lumière. C'est le type d'expériences cathartiques qui sont des ouvertures de conscience fortes. Ça ne veut pas dire qu'après on est mieux ou moins bien, hein, parce qu'après il y aura tout le chemin pour retrouver cet état lumineux. Mais au moins, la vie m'a donné comme ça un éclat où, ouais, je sais, il y a ça. Et c'est à partir de là que s'est révélé à moi aussi le plaisir, je ne vais pas dire le don d'écriture, parce que je ne sais pas du tout si c'est au lecteur de juger si j'écris bien et si ce que je dis est intéressant, mais je me suis mise à écrire et je n'ai plus cessé d'écrire depuis, et notamment Guy, le livre La mort n'est pas la fin, qui avait fait qu'il y avait cette idée de conférence il y a un an. Parce que, alors ça fait 20 ans que j'ai fait cette OBE et depuis 20 ans, je cherche, avec toujours mes deux questions, qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née? Je cherche de plusieurs manières, en rencontrant des personnes, en vivant des séminaires, parce qu'il y a une offre très grande de séminaires avec des personnes très bien, évidemment, en me penchant sur les textes anciens, et puis surtout de plus en plus en développant mes propres perceptions intuitives, mes propres perceptions sensibles, et avec le temps, en ayant appris, mais c'est chaque fois à remettre sur l'ouvrage, en ayant appris à me faire confiance. Parce que ce monde spirituel, il est tellement vaste, il y a tellement de portes d'entrée, il y a tellement de possibles, il y a tellement de plans dans les plans, de vérité et de personnes qui parlent. Waouh, c'est un peu vertigineux, quoi croire. Et plus le temps passe et plus j'ai acquis la sérénité, je vais dire, de dire, mais peu importe tout ce qui existe, en quoi je crois moi, en fonction de ce que je ressens, qu'est-ce qui est juste pour moi. C'est donc depuis cette place-là, ce parcours de vie-là, que je vais vous parler et que je vais essayer d'éclairer ce thème. Nous vivons une révolution spirituelle. Alors, dans un premier temps, je vais vous en parler à l'extérieur de nous et puis après à l'intérieur de nous. À l'extérieur de nous, qu'est-ce qu'on observe? Aujourd'hui, on observe très clairement depuis le début du siècle, enfin depuis le 20e siècle et le 21e siècle, on observe très clairement deux phénomènes qui ont à voir avec l'ouverture de la science qui s'ouvre à la spiritualité et une grande, grande ouverture spirituelle. Vous le savez, vous entendez parler, il y a cette idée d'éveil des consciences. C'est pas juste un mot, il semble bien que ce soit une réalité. Pour ce qui est de l'ouverture scientifique, longtemps, les scientifiques ont développé une approche matérialiste et cette approche, elle est encore dominante. En dehors de la matière, rien n'existe. En dehors de notre corps, rien n'existe. Et plus que ça, notre conscience prend naissance dans le cerveau. Vous connaissez ce discours matérialiste-là. Donc, quand je décède, eh ben, mon cerveau arrête de fonctionner, mon cœur arrête de battre et pouf, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus d'esprit. C'est ce que nous dit la science matérialiste. Et si vous vous posez des questions, vous allez voir les religions. Donc, dans un monde matérialiste, on a soit le fonctionnement de la matière et la religion pour nous aider à comprendre si on se questionne. Mais ce n'est pas sérieux au sens de on n'en fait pas société de la religion. Hein, Et depuis une dizaine d'années, une vingtaine, en fait, le courant, il vient de loin, mais il commence à être beaucoup plus public et médiatisé depuis une dizaine d'années. Il y a un certain nombre de scientifiques qui font partie des sciences de la nature ou des sciences les sciences de la nature, de l'homme ou les sciences exactes, des physiciens, qui nous disent non, mais ce modèle-là, la conscience née de la matière, il ne tient pas la route. En fait, quand on continue de chercher en tant que scientifique, et notre travail de scientifique, c'est de chercher, on arrive à la conclusion que la conscience, elle existe indépendamment du cerveau. C'est pas mon cerveau qui crée la conscience, c'est pas mon cerveau qui crée l'esprit. Mon cerveau n'est qu'une interface entre quelque chose que je vais nommer la conscience et mon corps physique et mes pensées et mes actions. Ils vont même plus loin, hein, beaucoup. Hein. Ils disent cette conscience, elle est première. Nous sommes d'abord conscience et nous nous incarnons dans un corps. Et lorsque nous décédons,
Certes, c'est la fin de notre personnage social, c'est la fin de notre dimension physique, le corps va cesser de fonctionner, le cerveau arrêtera de fonctionner, le cœur cessera de battre, mais nous rejoindrons l'espace d'où nous venions avant, c'est-à-dire l'espace de la conscience. Ce sont des scientifiques, on les appelle ceux-là les post-matérialistes. Si ça vous intéresse, je vous invite vivement à aller sur Internet, vous le trouverez facilement, cherchez le manifeste pour une science post-matérialiste. Vous verrez que ce sont des personnes très très sérieuses qui disent ça et qui ont véritablement une démarche de scientifique. Donc on a ce courant-là qui est lié à la physique quantique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous sommes, parce que le titre de la conférence c'est sommes-nous, c'est une révolution, nous vivons une révolution spirituelle, nous vivons une révolution scientifique, ça c'est certain. Bien sûr, ce n'est pas encore la science dominante, mais avant ces scientifiques étaient un peu tout seuls et puis ils se faisaient taper dessus, hein, et puis certains ont vu leur crédit de recherche supprimé, certains ça a été dur pour certains de continuer à porter cet espace-là de la recherche. Ils se sont de plus en plus reliés en réseau, ce qui leur a donné de la force. Et aujourd'hui, ils ont une vraie parole qui nous invite à regarder le monde autrement. Le monde d'abord le nôtre, avec ces questionnements sur la conscience, et puis le monde de matière aussi. La matière n'est pas que de la matière, comme le disait Nikola Tesla au siècle dernier. La matière, c'est d'abord de la vibration, des fréquences. Si vous voulez comprendre l'univers, disait-il, pensez-le en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Ok, ça veut dire que nous ne sommes pas, nous, d'abord, ce corps de chair. L'univers est fait de fréquences, de vibrations, et nous venons de là, et nous retournons là. Donc, est-ce que c'est une révolution spirituelle? C'est une révolution scientifique, et c'est absolument énorme, parce que ça veut dire plein de choses dans notre manière de vivre, de faire société ensemble, de se connecter au réel. On pourrait citer l'épigénétique aussi dans ces disciplines. Donc ça, c'est une chose. Alors, c'est scientifique. Toutes les personnes qui sentent qu'on est dans un éveil spirituel les aiment beaucoup, hein, forcément, parce que tout d'un coup, elles étaient toutes seules, les personnes à dire « mais il y a un éveil de conscience, je sens bien qu'il y a un éveil de conscience », mais on se référait à quoi? Au courant New Age, à ce qu'on appelle les textes apocryphes des religions, au chamanisme. On se référait qu'à l'expérience. Donc les personnes qui disaient « mais il n'y a pas que la matière et le cerveau, il y a autre chose de plus sensible, de plus subtil », bon, elles étaient un peu toutes seules et c'était facile de dire « ah, t'es bien gentil, mais maintenant on va bosser, c'est sérieux ». Ou si on allait trop loin, attention, attention, secte, que raconte cette personne, il faut s'en méfier. Ce que je vous dis, je peux le raconter en entreprise. Il y a 20 ans, c'était impossible de dire ça en entreprise. C'était tabou. On n'avait pas le droit de prononcer le mot spiritualité, on était tout de suite taxé d'être un peu bizarre. Et les gens bizarres, ils ne sont pas dans le système, ils sont en marge du système. Aujourd'hui, on peut dire tout ça dans l'entreprise. Je dis dans l'entreprise de manière générique, dans le monde marchand. On peut dire tout ça. Donc, les personnes qui ressentent qu'il y a un éveil spirituel, bien sûr, s'appuient sur ces scientifiques et sont très heureux de les rencontrer. En France, vous avez Olivier Chambon dans le domaine il est psychologue, psychiatre. Vous avez bien sûr, si vous le connaissez, Philippe Guillemant dans le domaine de la physique. Et Philippe, lui, nous invite il ouvre notre imaginaire encore plus. Il nous dit le temps n'existe pas. Le temps est une illusion de notre dimension de matière. Mais dans l'univers, le temps n'existe pas. Ben non, parce que le temps, c'est le temps de la conscience. Au-delà du temps, on est dans la conscience et la conscience, elle ignore le temps. D'où nous venons, il n'y a pas de temps. Plouf, après, on rentre dans une espèce de matrice, on traverse le voile de l'oubli, nous oublions d'où nous venons. C'est nous, là, aujourd'hui, avec devant nos ordinateurs et nos écrans. Nous oublions d'où nous venons, nous faisons société, on va être content, on va s'énerver, on va être déçu. En ce moment, on est tous très, très perturbés par ce qui se passe. Je pense à la crise sanitaire, mais on est bien sur la Terre et on oublie d'où on vient. Hein, mais ces scientifiques-là et ces personnes qui sentent l'éveil spirituel disent « Waouh !» On vient d'ailleurs, on descend, on a une expérience à vivre sur la Terre et nous repartirons d'où nous venons.
ce courant, ces personnes, le nombre de personnes qui développent cette vision-là et qui se questionnent, moi je vous ai dit mes deux questions, qui suis-je, quel est ce monde dans lequel je suis née, on a tous nos questions de quand on était petit, parce que quand on était petit, on était tous un peu branchés, et si vous êtes là, c'est que vous étiez aussi un peu branchés, petit, j'imagine, qu'il y a eu des événements, vous aviez des amis imaginaires ou autres, vous aviez des prémonitions, vous avez vu des êtres de lumière ou des choses bizarres. Hop, je fais juste une parenthèse sur ce que j'ai dit. Les scientifiques dont j'ai parlé, qu'est-ce qu'ils étudient pour dire ce qu'ils disent, hein? Ils étudient la télépathie et ils étudient les NDE, c'est-à-dire les expériences de mort imminente. Donc, ils sont bien à la frontière du vivant, hein, à la frontière, et ils sont dans l'invisible sensible. Voilà, donc de plus en plus de personnes qui sont sur ce courant du spirituel, de plus en plus de personnes qui vivent donc une OBE, Out of Body Experience, ou une NDE, une Near Death Experience, c'est-à-dire une expérience proche de la mort, et qui en témoignent. Et que disent ces personnes? Elles disent, mais la mort n'est pas la fin, et le réel n'est pas le réel, et le temps n'est pas le temps. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que tous ces témoignages, ces expériences sont une invitation à revoir complètement notre vision de la vie, notre rapport au vivant, notre rapport à nous-mêmes, aux autres, à l'argent, à la vie en société, à la médecine, bien sûr. Donc, ce n'est peut-être que le début, mais il y a des vagues, une vague scientifique et une vague spirituelle qu'on va difficilement pouvoir arrêter dans les années, les décennies qui viennent. Petite parenthèse à nouveau, quand je dis spirituel au sens de spiritus, le souffle, la vie. Je ne dis pas spirituel au sens de religieux. Hein. Quand je dis spirituel, il n'y a rien de religieux dans mon discours. Je respecte profondément les religions, hein, mais mon propos est spirituel au sens de la vie. Et en fait, qu'est-ce que nous cherchons à faire les uns et les autres, les scientifiques avec leurs outils scientifiques et nous avec nos perceptions? On essaie de mieux percevoir la vie, on essaie de remettre de la vie dans la vie et de mieux comprendre la vie. Et quand on fait ça, on s'aperçoit de quoi? Ben en fait, la vie, elle s'arrête jamais. La vie, c'est un continuum d'énergie et de vibration. Oui, à l'échelle de la matière, il y a des coupures, il y a des arrêts. Mais la vie, le souffle, notre être profond, notre esprit, notre âme, lui, eux, elles, évoluent en continu. C'est ce qui se passe là. Alors, quand je vous dis que c'est deux vagues, à la fois scientifique et spirituelle, le spirituel qui repose sur l'expérientiel, on voit bien, on vit des expériences qui nous amènent au-delà de la matière, on ne va pas pouvoir les arrêter. Je vais juste vous donner des exemples très concrets qui montrent que les choses sont en train de changer. Les maisons d'édition, par exemple, elles ouvrent toutes, alors bien sûr, elles y voient un intérêt marchand, hein, mais bon, il faut bien qu'elles vivent, mais elles ouvrent absolument toutes des collections de livres où on va parler d'énergie, où on va parler de spiritualité, où on va parler d'invisible, de sensible, de chamanisme, de communication avec les défunts. Toutes, pourquoi? Parce qu'il y a un marché. Et c'est quoi le marché? C'est que nous sommes de plus en plus nombreux à nous intéresser à ces sujets, bien sûr. Au niveau de l'entreprise et de l'université, va sortir au mois de juin un livre auquel j'ai eu le plaisir de collaborer qui s'appelle Le leadership spirituel, dirigé avec la spiritualité. Il y en a d'autres, hein, mais comme je connais celui-là, je vous cite celui-là. C'est très nouveau. Je vous ai dit, il y a 20 ans, ce que je vous racontais, on ne pouvait pas le dire. Aujourd'hui, les dirigeants sont invités à manager plus en conscience et on les invite à méditer en conscience aussi. Alors, je reste bien sur le champ spirituel. Hein. Je vous ai dit au début, je ne suis pas sur le champ social économique, parce que si on dit, ouais, mais c'est pas ça, les entreprises, c'est... Non, non, non. Là, on est plus en élévation dans cet espace et il y a cette invitation à s'élever pour ensuite, on l'espère, transformer ce qui pourra être transformé. Il y a les films de Valérie Seguin, les 3 films sur la mort, le 3e va sortir bientôt. Guy, je sais que vous avez reçu Valérie, qui est une amie, qui a fait un travail prodigieux elle a
elle raconte, hein, donc c'est un récit, mais à travers ce que disent des scientifiques, de ce que disent des médiums, ce que disent des expérienceurs, des personnes qui font l'expérience de ces mondes sensibles, de la vie après la mort. Et le dernier film de Valérie qui sortira au mois de juin, lui parle de l'âme. Et alors, j'ai été interviewée dans ce film-là, et Valérie me disait l'autre jour, c'est incroyable, elle a interviewé environ 25 personnes, et elle me dit, c'est incroyable, Laurence, parce que vous dites tous, vous ne vous connaissez pas et vous dites tous la même chose, chacun avec vos mots, avec vos portes d'entrée, mais vous dites tous la même chose. Et quand vous parlez de ce qu'il y a au-dessus, de ce qu'il y a au-delà de la matière, il y a une lumière qui se dégage. Et elle était contente parce que dans son film, ça fait un film du coup lumineux et elle était ravie de ça. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle. Et voilà, on se connaît pas et pourtant quand on parle des plans au-delà de la matière, les plus élevés au-delà de la matière, et il y a encore toujours plus élevé, toujours plus élevé, toujours plus élevé. Mais quand on sort de la caverne de Platon, quand on avance vers la lumière et qu'on témoigne, on est nourri de cette même vibration apaisante, de cette même lumière. J'entendais même une vidéo récemment d'un prêtre qui faisait dissidence et qui disait ça aussi. Donc même certains prêtres s'y mettent à faire dissidence en disant mais il faut arrêter d'être enfermé dans la matrice, dans la caverne de Platon. Et le vrai sujet auquel est aujourd'hui confrontée l'humanité, c'est reprendre conscience de notre âme, nous reconnecter à notre âme. À force d'être matérialiste, on a tout coupé, retrouver la connexion à notre âme et retrouver le chemin de notre âme. Voilà, donc on a même des prêtres qui font dissidence. Bon, donc, ce que j'ai essayé d'éclairer, c'est courants scientifiques, appels des citoyens, des êtres. Ce que je vous raconte, ça se passe en France, mais ça se passe sur la planète entière. Alors la France, elle est intéressante parce qu'elle est tellement réticente à tout ça depuis des années, tellement cartésienne, que le fait que ça s'ouvre en France, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'ailleurs, ils sont ouverts depuis plus longtemps que nous. Hein. On est un peu les derniers de la classe, mais au moins, voilà, on peut imaginer qu'une fois que ce sera passé, ça aura de la puissance. Tout ça s'inscrit à un moment donné où on a aussi, alors là je vais prendre encore plus de recul, on a les grandes prophéties. Et vous vous souvenez tous bien sûr de 2012. 2012, ça devait être la fin du monde, d'un monde, le début d'un autre. Il ne s'est pas passé grand-chose en 2012, sauf que peut-être on est entré dans une nouvelle vibration, dans une nouvelle ère. On ne sait pas à quel moment commence l'ère du Verseau, mais l'ère du Verseau, c'est une autre organisation de la vie et des humains sur la Terre. D'après les prophéties, alors là je vais regarder, les prophéties hindoues, on est dans le Kali Yuga qui nous disent que là on est en train de changer, de basculer, on a une période trouble, mais c'est une période trouble qui doit nous amener ailleurs, dans un ailleurs plus éveillé, plus conscient et donc plus spirituel. On est exactement au moment de la prophétie du 5e soleil des Aztèques ou des Mayas. Ils disaient un peu la même chose, un peu différemment, mais ils disaient la même chose et on doit ça en fait à la civilisation Teotihuacan, là je lis parce que je ne veux pas me tromper, et on doit ça aux Olmecs, bref, les précolombiens. Ils disaient à ce moment-là de notre humanité, là maintenant, là en 2000, 2020, enfin à ce moment de ça, il va y avoir une bascule et l'enjeu pour l'humanité sera de faire ce que ce prêtre disait, il le disait à sa manière, mais toutes les courants spirituels vont le dire à leur manière, il est l'heure de nous reconnecter à notre âme. Il est l'heure de retrouver le chemin de notre maison première. Ça veut, hop, je dirai après. Voilà, il est l'heure de recréer ces passerelles. Vous savez, c'est comme si on recrée, il est l'heure de créer ce canal lumineux qui nous relie aux dimensions les plus élevées de nous-mêmes. Il est l'heure de retrouver le fait que notre corps, il ne s'arrête pas à mes mains là de chair physique, mais il va bien au-delà et c'est un corps de vibration, c'est un corps d'énergie. Et non seulement c'est un corps d'énergie, mais mes corps d'énergie sont reliés à vos corps d'énergie. Et non seulement reliés à vos corps d'énergie, mais les miens, le mien, les vôtres, ils sont reliés à tout ce qui nous entoure, aux plantes, aux arbres, aux jardins, aux animaux qui sont peut-être près de vous en ce moment. Il n'y a pas de séparation. Il est l'heure, d'après ces grandes prophéties, de retrouver cette connexion-là, cette reliance-là. Donc j'ai cité l'ère du Verseau, c'est ce que dit l'ère du Verseau aussi avec le courant New Age. C'est ce que dit l'astrologie mystique. Et l'autre jour, j'avais invité Luc Viget à une de mes conférences, symboliste reconnu, astrologue reconnu, ce genre de sage et de penseur dont on
même s'ils sont astrologues, quand ils parlent, on les écoute parce qu'il y a une autorité naturelle et Luc est reconnu pour sa compétence. Alors là, je vais peut-être vous décevoir parce que quand il nous l'a dit, pouf, moi j'ai pris un coup. Il a dit ce passage, on ne sait pas combien de temps il va durer, mais historiquement, à l'échelle des 6 grands cycles mythiques, mythologiques, il va durer 500 ans. Waouh, Luc, attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que nous entrons juste là, oh là là. Et Guy, ça me fait penser au tout début de notre conversation avant la conférence où on disait combien de temps ça va durer. Voilà, est-ce qu'on va collectivement s'éveiller? Alors, c'est à relativiser. C'est 500 ans. Après, Luc nous a rassurés et m'a rassuré. Tout est continuité et on amorce. Et bien sûr, tout se fait par étapes, ce qui ne veut pas dire que dès maintenant, nous pouvons bifurquer en fait. Et Philippe Guillemont, ce scientifique qui parle du temps, il explique bien, en fonction des choix que nous faisons, parce que Philippe, il explique que nos pensées, nos émotions, nos intentions, elles aussi sont des vibrations. C'est pour ça qu'on dit, là j'ai une bouteille d'eau, marquer quelque chose sur la bouteille d'eau, parce que marquer guérison, marquer paix, marquer amour, et l'eau, elle va se charger de ces vibrations-là. C'est pareil pour le temps. Et donc, en fonction de nos intentions, de nos rêves, le temps peut changer. Nous créons la réalité. Bien sûr, ça ne se fait pas à la seconde et ça ne se fait pas dans l'année, mais sur des cycles de plusieurs mois, plusieurs années. Et là, tout se passe comme si tous ensemble, on disait « Waouh, on va aller d'un côté plus conscient ». Et en fait, plus joyeux, plus apaisé, plus en découverte, plus en curiosité. En fait, ce chemin que nous pouvons prendre, c'est le chemin des enfants que nous avons été et qui avaient plaisir, même quand ils ne se connaissaient pas, à jouer ensemble, quoi. On prend un ballon et on joue. On prend 2 bouts de bois et on invente toute une histoire. Retrouver ce plaisir de l'enfance. Voilà. Et bien sûr, André Malraux, qui nous a dit, donc écrivain et homme politique, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et ben voilà, on y est. Et c'est à nous de faire le choix. Alors, vous voyez, il y a le courant scientifique, ces scientifiques post-matérialistes qui nous disent « mais non, mais la conscience est première, la conscience existe, point 1, elle n'est pas créée par le cerveau, point 2, et elle est première, point 3. » Et on y revient après notre expérience terrestre. « Waouh, vous êtes sûr que vous êtes scientifique? » Oui, oui, absolument, où est le problème? On a ce courant d'éveil citoyen, d'éveil des personnes qui font de plus en plus d'expériences parce que nous avons ouvert nos capteurs progressivement et on a ces grandes lectures des grands cycles de l'humanité et tout converge pour dire ouais, ben, ça se passe en ce moment. Alors en ce moment 1 an, en ce moment 10 ans, en ce moment 50 ans, vous avez compris, ça on ne sait pas bien, mais ce qui est sûr c'est que, je ne sais plus à qui on doit ce proverbe-là, mais tout voyage commence par un premier pas. Donc, nous sommes dans ces premiers pas. Voilà pour ce qui est... Et alors, avant de m'arrêter pour laisser la place aux questions, Guy, voilà, ça c'était ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Juste, je voudrais vous zoomer là et attirer votre attention sur c'est une révolution spirituelle. Ok, je viens d'illustrer ce que je crois, ce que j'observe, c'est que collectivement, nous sommes engagés dans cette vague d'énergie lumineuse, pour peu que nous croyions qu'elle est possible, pour peu que nous croyions qu'il nous est possible de surfer, de nager dans cette vague et d'aller dans son sens, cette vague nous amènera vers un autre ailleurs. Voilà, ça c'est... ok, mais ça c'est collectif. Et à titre individuel, ça change quoi de faire ça? Ben, à titre individuel, après, en fait, c'est à chacun de soi de dire, OK, cette révolution-là, comment moi j'ai envie de la vivre? Alors moi, je vous ai dit, j'ai fait à un moment donné, plouf, j'étais dans la lumière, tout est amour, tout est lumière. C'est sûr que ça m'aide pour me connecter et puis pour monter à mon propre échelle, là, pour escalader ma montagne. Parce que je veux retrouver ça. Mais les uns et les autres, vous avez vos propres expériences, vos propres intuitions, des ressentis, des vibrations, des communications avec d'autres plans, des perceptions, peu importe, de l'énergie dans les mains ou pas, ou juste le plaisir d'être, le plaisir de partager, le plaisir d'être avec les autres, le plaisir de jouer avec les enfants. Il n'y a pas vraiment de règles, mais tout ce, voilà. Et cette révolution, elle se vit à titre personnel. Est-ce que mes choix de vie, en fait, ça va être de continuer à me conformer à une vie que je fais par obligation,
Ou est-ce que je vais peu à peu et de plus en plus, en fait, m'autoriser à croire profondément ce que je crois en moi depuis toujours, dans mon cœur. Ouais, mais j'ai ça à faire, il y a ça, et puis les enfants, les petits-enfants qui arrivent, et tout, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ok, ça c'est vrai, c'est une réalité. Là, on a pris un peu d'auteur. Est-ce que quand je suis avec moi, et que je me questionne sur ce que je crois de la vie, ce que je crois de l'après-vie, ce que je crois de l'avant-vie, ce que je crois de la vie tout court et du réel, est-ce que je m'autorise à le ressentir, à le laisser vibrer en moi ou pas, ou je ferme la porte? La révolution personnelle, elle est là. Est-ce que j'ouvre la porte à ses propres dimensions de l'extérieur et de moi-même ou pas? C'est un choix personnel, il n'y a pas de bonne réponse, chacun fera comme il le souhaite. Mais il y a cette idée-là de, ok, si j'écoute mon âme ou l'enfant intérieur ou la petite fille ou le petit garçon, si je demandais au petit garçon ou la petite fille que j'ai été, en fait, tu crois quoi et tu me conseillerais quoi de croire? Ben, il me dirait quoi, lui? De cœur à cœur, il ou elle me dirait quoi? Et là, la réponse est personnelle, alors. La mienne de petite fille, elle me dit, mais continue elle s'amuse à tisser, ma petite fille à moi intérieure, à tisser des fils de lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel. Elle passe sa vie à ça, elle ne s'en lasse pas, elle fait que ça. Et elle me dirait, bah, fais comme moi, tisse des fils de lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors évidemment, dans ma vie terrestre, vous ne le voyez pas comme ça, vous. Mais dans ma réalité à moi, c'est ce que je fais. Je tisse des fils de lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel pour en faire des toiles, des spirales et des œuvres de lumière comme ça. À titre personnel, c'est parce que je me suis autorisée progressivement à croire en moi, à avoir confiance en moi sur mes perceptions sensibles, que petit à petit, mes perceptions sensibles se sont ouvertes. Comme au début, je ne savais pas bien, j'ai demandé conseil à des personnes en qui j'avais confiance, évidemment, de m'accompagner. Mais voilà. Et voilà, j'entends des voix. Oh, je deviens folle. Non, j'entends des voix. Est-ce que j'entends des voix ou pas? Ok. Et si j'accueille ces voix, ça me fait quoi? Elles me disent quoi? Vous voyez, c'est une expérience. L'arbre me parle. Non, n'importe quoi, l'arbre ne me parle pas. Ouais, mais imagine qu'il te parle vraiment. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire là? Et comment tu te sens quand il te parle? T'es bien ou t'es pas bien? Et t'as envie qu'il t'en dise plus? Un dialogue interne hein, entre vous et vous. Ah ouais, ouais, et bien parlez avec l'arbre. Et vous verrez bien où ça vous amène. Ce sont que quelques exemples que je prends. C'est juste pour vous dire qu'on est sur un choix personnel. Alors, à titre personnel, ce courant collectif nous invite là où ça nous invite à nous questionner. Nous sommes d'abord une conscience. Donc, vous êtes, si on dit OK pour le post-matérialisme, vous êtes d'abord une conscience. Votre conscience survit à la mort physique. Nous survivons à la mort physique. Cette conscience, elle va être projetée et elle sera accompagnée par des êtres qui sont là pour guider. En fait, ça, on s'en aperçoit très vite quand on passe de l'autre côté. Cette conscience va être projetée dans une réalité infiniment plus complexe, une réalité vibratoire et fréquentielle infiniment plus complexe que notre réalité terrestre, où il y a incroyablement plus de possibles, plus d'espace, plus de réalisation. C'est comme si on passait d'un monde un peu fermé à un monde ouvert. On n'est pas tout seul, on est guidé. Quelle est la loi qui nous guide? Qu'est-ce qui nous relie sur ces plans-là? Il n'y en a qu'une. Et il n'y en a qu'une. Et la seule loi, elle a pour nom amour. C'est la justesse de la vibration amour qui nous relie et qui nous guide. Ça c'est mon expérience, c'est l'expérience que vous pouvez lire dans différents livres et ça peut être l'expérience que vous avez faite aussi vous. Et voilà, et l'âme va poursuivre son voyage. Donc, est-ce qu'on croit ça ou est-ce qu'on ne le croit pas? Et notre révolution spirituelle, elle est aussi chacun à sa manière, avec ses questions, son niveau de questions, de se laisser bousculer et puis aller explorer ça, sortir de nos habitudes et aller... Mais ces mondes invisibles, en fait, moi, j'ai envie de les intégrer comment? Je les vis comment? Je crois quoi? Et je vibre comment? Vous voyez, c'est là la révolution.
je vais m'arrêter là, peut-être Guy, on va passer aux questions si vous voulez, enfin c'est vous qui voyez. Je vais juste vous proposer, juste voilà, pour, vous savez faire ça, si vous fermez les yeux, alors ça va durer 2 minutes, mais juste avant de faire la conclusion, pour clore, conclure ou ouvrir, au contraire, ce que je viens de dire. Voilà, on est tous assis sur une chaise ou dans un fauteuil, on est tous dans notre corps physique et restons-y dans nos corps physiques, bien évidemment. C'est important. Si on est sur Terre, c'est pas pour aller ailleurs, c'est pour être dans notre corps physique. Si on est sur Terre, c'est pas pour monter, chercher le mystère de la lumière, mais c'est pour faire descendre la lumière. Et vous savez juste ce que vous allez faire, justement, on va la faire descendre, cette lumière. Vous pouvez prendre une grande inspiration, ou petite, vous ne forcez pas, une inspiration, voilà, pour bien vous alléger, vous allez juste imaginer qu'au-dessus de vous, il y a comme une douche de lumière, une très belle douche de lumière. Elle vient de plans que vous aimez, elle vient des dimensions les plus élevées de vous-même, elle vient de ce qu'on appelle votre conscience supérieure ou votre âme. Elle vient peut-être d'êtres que vous aimez aussi. Vous vous souvenez de l'amour qui vous reliait et vous ressentez bien que c'est cet amour qui produit cette douche de lumière. Et juste dans cet apaisement, assis là où vous êtes, sur votre chaise, sur votre fauteuil, ressentez cette douche de lumière qui arrive jusqu'à vous. Ressentez les particules lumineuses scintillantes qui viennent rebondir sur votre peau et nettoyer tout votre espace énergétique, tous vos corps énergétiques. Voilà, l'idée n'est pas forcément de monter, l'idée est aussi de descendre et d'accueillir cette lumière et de laisser cette lumière nous pénétrer nos cellules doucement. C'est une lumière d'amour, pénétrer notre cœur, dissoudre tout ce qui peut être dissous, qui est un peu les tensions du quotidien. Voilà, et juste accepter, recevoir la lumière d'amour. Dans ma réalité, vous savez, et dans mes explorations, ce que je sens, c'est que nous recevons en ce moment énormément de lumière. Énormément de lumière. Une invitation à trouver en nous la paix et la joie. Voilà, vous pouvez ressentir, si vous le souhaitez, uniquement cette lumière. Voilà. Nous sommes reliés. Cette lumière, elle nous unit. Rien n'est séparé. Il n'y a pas vivant, pas vivant. Il y a la vie en continu, c'est un continuum. C'est un continuum sur la Terre, c'est un continuum de plan en plan. Jusqu'aux plans les plus élevés, que certains aimeront appeler Dieu, que d'autres aimeront appeler la source, que d'autres aimeront appeler l'origine, on l'appelle comme on veut, peu importe. Là d'où nous venons. Infiniment merci de m'avoir écouté. En conclusion, bien sûr, nous ne sommes pas formés à tout cela. Imaginez que les enfants dès l'école soient formés à tout ça. On peut imaginer qu'on aurait une société un peu différente. Et qu'on ne nous forme pas pour rentrer dans un système et être de bons producteurs dans le système, mais qu'on nous forme au contraire pour apprendre à nous épanouir et à libérer tous nos talents. Je pense que la société serait différente, d'autant plus qu'on nous formerait à être dans le respect de la nature, dans le respect du corps. Bon, je pense que plein de choses seraient bien différentes. Nous ne sommes pas formés à tout ça, mais il y a eu des précurseurs qui nous ont laissé plein d'idées, de propositions, de connaissances. Et même si on n'y est pas, il y a plein d'endroits où quand même ça commence. Voilà, et l'idée, si jamais c'était autorisé, en fait, c'est se donner une autorisation à nous-mêmes, à un peuple et à l'humanité tout entière, à chaque humain, un droit qui devrait être une évidence. C'est le droit d'explorer notre champ vibratoire, le droit d'explorer notre conscience. Nous avons le droit d'explorer le mystère de la vie. C'est un droit qui devrait être reconnu comme une évidence. Parce que qui peut nous dire ce qu'est la vie? Personne. Alors pourquoi on nous interdirait d'aller l'explorer? J'ai le droit d'aller explorer ma conscience. Et ce dont je viens de vous parler, c'est lié à la conscience, l'âme, l'esprit. Voilà. Merci. Je suis très... Juste pour finir, c'est ce que nous venons de partager. Et quand nous partageons cela, il y a une dimension sacrée de ce que nous partageons. Les êtres là-haut le savent.
Les êtres là-haut nous remercient de considérer que cela est sacré. Merci, merci à vous. Je m'arrête là. Je suis pas sûr d'ailleurs que tu dois t'arrêter ici parce qu'on a quand même quelques petites questions qui sont arrivées. Après ces propos réconfortants et encourageants, évidemment. Une question toute simple. Tout le monde a entendu parler des expériences de Jean-Jacques Charbonnier. On a Delphine qui nous pose la question de savoir s'il y a un lien avec la TCH ou s'il y a une relation avec les expériences de TCH qu'expérimente Jean-Jacques Charbonnier et puis ton expérience, je pense, d'OBE ou d'autres formes d'extrapolation de ta Moi, j'ai fait un atelier avec Jean-Jacques Charbonnier sur, qui en fait, c'est ce qu'il propose. Il le propose avec son talent et il le propose en scientifique. Il a besoin d'avoir une démarche scientifique pour faire un protocole et pouvoir le mettre dans le livre et que ce soit reconnu comme une démarche scientifique. Donc, il a entièrement, évidemment, bien sûr, raison de le faire comme il le fait. En fait, ce qu'il propose, ce sont des expériences d'expansion de conscience. Et certains mystiques, certains chamans proposent depuis longtemps ce type d'expansion de conscience. Moi-même, je me suis formée avec des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de reconnaissance à ces techniques d'expansion de conscience où on s'apaise et on laisse l'esprit voyager. Hein, et faire son expérience, aller visiter en fait les plans supérieurs, que ce soit l'astral, le causal, le mental et les plans bouddhiques au-dessus. C'est des mondes, c'est vraiment en ouverture et on se demande vraiment ce qu'est le réel. Donc oui, c'est la même chose. Après, il va y avoir des protocoles différents, il va y avoir des personnes qui nous guident différemment et on a tous besoin de trouver le bon protocole qui nous va bien et la bonne discipline et la bonne pratique. Et si on veut le faire par le chamanisme, on le fera par le chamanisme. Si on veut le faire par la communication expérimentée, d'autres techniques, on le fera. Après, il y a les expériences comme les OBE ou les NDE, c'est un peu plus particulier parce que ça survient contre notre volonté. Quand je fais une expérience d'expansion de conscience, je suis encore au contrôle de moi-même, c'est-à-dire que je mets en état de méditation, je guide, quand je dis je, hein, toutes celles et ceux qui font ça. On est au contrôle. Quand on fait une OBE, on ne maîtrise rien, quoi. C'est la vie qui nous chouffe un éclair et paf, on s'en va ailleurs. Quand on fait une NDE, une expérience de mort imminente, on maîtrise rien non plus. On est cliniquement décédé, or on se sent vivant et au-dessus de son corps ou ailleurs sur d'autres plans. Donc, ce sont des expériences de nature un peu différentes en fonction de est-ce que je reste au contrôle de mon esprit ou est-ce que momentanément, c'est plus moi du tout qui ai le contrôle. Est-ce que c'est je vais le dire autrement, c'est toujours nous qui sommes au contrôle. Mais est-ce que c'est dans ma conscience ordinaire, depuis la Terre, que j'ai le contrôle, ou est-ce que c'est une partie de moi supérieure que je ne connais même pas qui a le contrôle? Hein, c'est toujours nous qui avons le contrôle, mais pas au même niveau vibratoire. Et c'est à chacun d'expérimenter, de trouver les pratiques, les techniques qui nous vont bien. C'est un choix vraiment. Tout est OK, tout est OK. Le tout, c'est je vais vous dire le truc, moi ce que j'ai appris, c'est que ça nous met en joie. Si ça nous rend joyeux, curieux, c'est que c'est bon. Et aimant, c'est que c'est la bonne technique. Moi, je vois derrière tout ça quand même une prise de conscience de la liberté spirituelle que nous nous accordons depuis que nous avons commencé un petit peu à lâcher la mainmise des religions autant que de la science, en fait. Hein, parce que tu parlais tout à l'heure des scientifiques post-matérialistes, c'est surtout, enfin, c'est Mario Beauregard, un scientifique canadien qui vit aux États-Unis, qui avait initialisé cette je dirais, rencontre entre plusieurs scientifiques qui sont dans la même mouvance. Ils sont aujourd'hui plusieurs centaines, il faut quand même le savoir. Hein. Tu as bien fait d'en parler, c'est quand même un mouvement extrêmement important. Et il faut bien reconnaître qu'une des démarches principales, un de leurs objectifs principaux, de ce que moi j'ai compris, c'est quand même de nous autoriser cette liberté de penser comme nous en avons envie et d'aller là où nous voulons aller pour penser ce que nous voulons et non plus sous le directoire des religions et de la science. Merci. Ouais, merci de dire ça, Guy, parce qu'en réalité, quand on s'engage sur ce chemin spirituel, hein, au sens de spiritus, la vie, le souffle, hein, et qu'on entre dans cette quête de soi-même, cette quête de l'invisible, c'est, mine de rien, c'est très, très subversif. Parce que on fait des découvertes et on se pose des questions et on découvre qu'en fait, le réel, l'histoire de l'humanité, les civilisations,
en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous raconte la pensée dominante dans le monde matérialiste. Et on se dit, waouh, waouh, mais en fait... et donc, le chemin spirituel est un chemin de liberté et d'apaisement. C'est aussi un chemin intellectuellement très subversif. On remet en question plein d'idées reçues. C'est pour ça que cette liberté spirituelle est canalisée, a longtemps été canalisée notamment par les religions. Ce n'est pas leur seul objectif, les religions, et dans leur essence, elles sont toutes merveilleuses. Mais l'outil religieux permet de canaliser la liberté spirituelle. Parce que la liberté spirituelle, elle nous conduit à un monde en ouverture, en relation, en création, et surtout un monde de non-pouvoir et de non-contrôle. Quand à un moment donné, je comprends que je ne contrôle pas. Et je ne peux pas avoir de contrôle sur les autres, sur le système. J'ai juste le pouvoir de vivre, le pouvoir de créer. Donc cette liberté spirituelle, elle nous fait passer au pouvoir sur, j'ai du pouvoir sur les autres, système pyramidal, et je contrôle et je suis content, au pouvoir le pouvoir de faire, le pouvoir d'aimer, le pouvoir de créer. Et ça, on est en ouverture. Et c'est là qu'on a une bascule entre deux mondes. Et la spiritualité, elle est au centre de ça. Elle est une clé de libération et de transformation de la société. Ça, c'est une idée que je porte depuis longtemps et que j'argumente, que je défends par ailleurs. La voie spirituelle est une voie de transformation. Et c'est pour ça aussi que le monde matérialiste n'a pas tellement envie de ça. Alors, pas tellement envie. Pourquoi? Pour au moins deux raisons. Une, parce que certains ont bien compris que s'il y avait trop de liberté spirituelle, on ne pouvait plus contrôler la société et les personnes de la même manière. Et deux, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Hein. Waouh, 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 moi je préfère qu'on me dise où je vais, ce que je fais, je ne réfléchis pas, je prends pour argent comptant tout ce que les médias me disent, et puis c'est beaucoup plus confortable. Parce que la liberté spirituelle, c'est aussi, on se met en mouvement, quoi. Donc, c'est apaisant, mais c'est aussi du travail. Et on peut dire, je ne vais pas faire ce travail, quoi, c'est bon. Merci d'avoir précisé ça. Et oui, le manifeste post-matérialiste, un grand, grand merci à Mario Beauregard qui a lancé ce courant-là. Je ne pourrais pas prendre toutes les questions, évidemment, mais je veux quand même, juste pour les vraiment accros à la science, effectivement, il y a une personne, Delphine, qui nous dit qu'il y a les fréquences de Schumann qui aujourd'hui sont a priori en train de s'activer. Je crois savoir que c'est une façon comme une autre de comprendre que la vibration de la Terre est en augmentation. Est-ce que tu as une idée pour confirmer ou pas? Oui, mais alors comme la personne qui pose la question, j'observe ça, je ne suis pas une spécialiste, mais je découvre, oui. Et en fait, quand on va écouter les spécialistes, les personnes qui parlent de tout ça, moi, je vous ai dit, il y a une vague scientifique, une science différente, il y a une vague expérientielle, citoyenne, spirituelle, ça c'est la nôtre, et quelque chose se passe et ça s'ouvre. Il y a la lecture des grands cycles de l'humanité avec les civilisations du passé, bon, bref, prenons le calendrier Maya de manière générique. Et puis, il y a les mouvements même de l'univers et de Gaïa. Et tout ça s'inscrit dans un grand plan champ vibratoire qui nous dépasse. Et effectivement, il y a les vibrations de la Terre, dont la résonance de Schumann. Et pour être très curieuse, parce que je peux, enfin, comme vous certainement, en ce moment je cherche l'info, je cherche des guides et des repères qui vont venir enrichir mon GPS. Et il se passe vibratoirement dans l'univers quelque chose de très important à l'échelle de Gaïa et à l'échelle de l'univers. Donc, on peut avoir aussi cette lecture-là, ça participe de la vague de transformation dans laquelle nous sommes pris. Et on sent bien qu'il y a une envie d'avancer vers autre chose, métamorphose, et puis des forces. Non, 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 surtout bougez rien, et au contraire, restez dans votre boîte. Et on est dans cette tension-là. Et je pense que cette tension-là, quel que soit ce qui se passe autour, elle va dépendre de notre capacité à résoudre la tension en nous-mêmes. Donc, on est renvoyé à nous. Qu'est-ce qui m'apaise? En quoi je crois? Quels sont mes choix? Et si tous les humains s'apaisaient, vous imaginez 7 milliards, 8 milliards d'humains qui s'apaisent, waouh, la vague, et là en termes de résonance de Schumann, ce qu'on en voit, la vague d'apaisement qu'il y a sur la planète. Plus nous sommes nombreux à résoudre en nous-mêmes les tensions du monde extérieur, qui ne sont que nos propres tensions, plus nous apaisons l'ensemble du monde, plus nous apaisons l'humanité, plus nous libérons, j'appelle ça le voile de pollution, nous enlevons le voile de pollution, et là,
un autre regard sur nous-mêmes et la vie nous est offert. C'est ça l'enjeu. Moi, je crois énormément au pouvoir de nos vibrations transformatrices. Mais je ne crois qu'à ça. Je pense que ça va rassurer notre amie Marilyn de l'association Sans Limites qui s'inquiète parce qu'elle se demande si une âme guerrière, dont je pense, elle pense à elle-même, elle peut se permettre de vivre dans la paix spirituelle. Je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme entre le fait d'être une guerrière qui a envie de lutter ou de travailler pour cet éveil et l'éveil et la paix en elle-même. Et je trouve ça passionnant comme aventure. En fait, cette situation, elle réveille en nous les tensions, mais de manière complètement différente. Ça s'exprime dans nos vies et en nous de manière complètement différente. Et on a ces tensions à résoudre sur des registres différents. Certains, ça va être dans notre domaine amoureux, certains dans notre domaine professionnel, d'autres dans le domaine économique, d'autres dans notre rapport à la loi. Et moi, je suis très... Et c'est des questions que je me pose. Comment on lutte dans la société et en même temps, on reste centré dans l'apaisement. Et c'est quoi la justesse? Je crois qu'il faut le prendre très cool. On vit des expériences de vie, c'est unique, profitons-en, vivons-le pleinement. Et la justesse, c'est juste, le GPS, c'est est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je me sens bien avec ça? Est-ce que ça fait sens? Et si c'est oui, c'est OK, il faut vivre son expérience. Et c'est un moment incroyable qu'on a de vivre ces expériences de résolution interne. Ça, c'est cadeau, ouais, mais moi j'admire les guerriers. Merci aux guerriers et guerrières. Oui, je vois aussi Catherine Denis qui s'inquiète parce qu'elle pense à juste titre aux êtres qui résistent à ce nouvel élan et qui ne veulent pas entendre parler de ce changement. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais je crois que c'est surtout sous l'aspect de la peur. Et quand tout à l'heure j'abordais la notion de liberté, il est évident que c'est exactement l'inverse de la peur, c'est bien s'affranchir de cette peur pour aller là où on a vraiment envie d'aller. C'est un petit peu quand même le discours que tu as tenu, n'est-ce pas? Absolument. Et dans ces tensions internes, il y a comment je traverse mes peurs, je les transmute, je les transforme et je les transforme en amour. Peur, amour, c'est en fait les opposés. Donc, on est toujours dans la même tension. Et est-ce qu'individuellement et collectivement, on va laisser nos cœurs s'ouvrir et l'amour rayonner? L'histoire, elle peut se résumer à ça. Et on a tous des raisons d'avoir des peurs hyper légitimes. Mais justement, nous sommes invités à les toucher, les rencontrer et voir ce qui se passe quand on les traverse. Et c'est là que c'est super important et ça aide d'être connecté aux dimensions les plus élevées de soi-même, de demander l'aide des êtres qui sont passés de l'autre côté et dont on sait qu'ils nous aiment et qui sont aidants pour nous aider à traverser, à transmuter ces peurs. Et on s'aperçoit toujours que derrière la peur, une fois qu'elle est transmutée, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, merveilleux, lumineux qui s'ouvre. Mais il faut y aller. C'est vrai que ceux qui n'ont pas peur ont d'énormes difficultés à essayer de parler avec ceux qui ont peur parce que la peur est quand même très dominatrice. Je crois que nous allons, s'il n'y a pas d'autres questions. Laurence, quel lien as-tu établi entre ton expérience de sortie de corps et tout ce que tu expliques depuis le début de ton exposé? Voilà, je vais répéter la question. Alain et Corinne qui demandent à Laurence quel est le lien qu'elle a établi entre son expérience de sortie de corps et tout ce qu'elle explique au début de son exposé. Je crois que j'ai eu, alors là, c'est une question qui me ramène à moi, donc je vais parler à titre personnel. J'avais 36 ans et tout de suite après cette expérience de sortie hors du corps, j'ai écrit un livre, 7 jours, 7 nuits, je ne me suis pas arrêtée, je l'ai appelé 4 saisons vers la lumière. Je me suis aperçue en fait que ma vie, depuis que j'étais née jusqu'à 36 ans, était une succession de 4 saisons séparées par des passages des événements de ma vie. Et je n'ai pas édité le livre, hein, c'était un livre cathartique pour moi. Et je me suis aperçue en fait que ma vie était un parcours initiatique. Plus que ça, je me suis aperçue que toute vie humaine est un parcours initiatique. Donc c'était cette sortie hors du corps, elle m'a donné un enseignement spirituel à l'échelle de ma vie. Et c'est là que mes souvenirs sont revenus et que alors là, après, j'ai écrit d'autres livres, dont un qui s'appelle Le rêve de Réto, tout de suite après, où on voit... Et j'ai vu ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez. Enfin, je savais que la Terre et l'humanité allaient vivre 20 ans avant. C'était évident, il y avait une évidence qu'on allait vivre quelque chose comme ça. Je n'avais pas du tout vu la dimension sanitaire. Et pourquoi je l'ai vu? Parce qu'en écrivant mon livre tout de suite après, je me suis souvenue et je me suis autorisée à me souvenir qu'en fait, ces enseignements, ils m'ont été donnés en rêve la nuit quand j'avais 5 ans. Et je me souviens très bien de l'être de lumière qui m'a montré tout ce qu'ensuite j'ai écrit.
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en ouvrant petit à petit, en m'autorisant, j'ai reconstitué mon puzzle à moi entre le visible et l'invisible. Et donc, je perçois, voilà, donc l'OBE arrive à un moment donné, c'était inscrit sur mon chemin, une fenêtre s'ouvre pour retrouver la mémoire. Retrouver la mémoire, je vous rappelle, c'est retrouver le chemin de l'âme. Alors, je suis en chemin absolument comme tout le monde. C'est comme ceci que je réalise ma propre unité. Et quelqu'un, et il y a... C'est juste, il n'y a à convaincre personne de notre propre expérience. C'est notre expérience. Je me raconte du coup mon expérience comme ça, et me raconter ma vie comme ça me va bien. Et j'aime me la raconter comme ça. Et elle fait sens. Et parce que je me la raconte comme ça, d'autres portes s'ouvrent et du coup, je peux aller explorer plus loin. Et c'est ça, nos parcours de vie, nos chemins initiatiques sont absolument uniques. C'est à nous de reconstruire, de recréer notre propre puzzle et de refaire notre propre chef-d'œuvre personnel. Waouh, mais c'est quoi ce bout invisible de moi et ce bout-là? Mais oui, ça fait ça, les liens, ils sont là. Et je me reconnecte à la fois en horizontalité et en verticalité. C'est cette liberté spirituelle-là dont tu parlais, Guy, être autorisé à pouvoir faire ça. Et en premier lieu, se l'autoriser soi-même. Je pense que nous sommes accompagnés et que c'est notre propre histoire et qu'on est en même temps accompagnés par des êtres de lumière qui nous aident à déclencher, on va le dire comme ça parce qu'il n'y a pas d'ingérence, qui aident à déclencher les bons événements au bon moment, quand nous sommes prêts. Voilà, je pense que cette question va rassurer Nathalie qui se demande si c'est possible de s'apaiser sans devenir égoïste. Tout en restant dans l'amour, parce que j'imagine que quand on pense beaucoup à soi pour s'éveiller soi-même, elle a peut-être peur de s'écarter de l'autre, alors que je pense que tu as... Si c'est une peur, ça veut dire qu'il faut traiter la peur pour soi. Elle me dit quoi cette peur? Moi, mon expérience, et je suis ravie de la maturité spirituelle parce que j'évolue bien sûr au milieu de personnes, avec des personnes, des communautés sur Internet, de personnes qui sont comme... Dans l'esprit que j'évoque et donc dans le vôtre, moi je me réjouis de la maturité spirituelle des citoyens. Je m'en réjouis. Alors on va dire, ah non, il n'y en a pas. Oui, oui, mais là où je suis, il y en a plein et de celles-là, je me réjouis vraiment et je nous trouve très matures dans la conscience que nous avons de la quête de nous-mêmes et du partage et de la solidarité et de cette énergie à faire circuler. Cette conscience qu'on a que la démarche de quête de soi, c'est une démarche d'ouverture à l'autre. Et c'est vraiment réjouissant. Vraiment, je suis fière de notre maturité spirituelle. Voilà. Voilà. C'est tout l'opposé de l'égoïsme, en fait. C'est vraiment... Je pense qu'on va arriver à la fin de notre conférence. Peut-être une dernière question. Oui, effectivement, Catherine Denis qui se dit tout le monde n'a pas la faculté, la facilité de se remettre en question dans l'envie de vouloir changer. Effectivement, c'est d'abord une démarche individuelle et volontaire. Il faut ressentir ce besoin. La seule question, et ça peut être en faisant ce que j'aime, en me mettant à dessiner, à chanter, à danser. C'est pas pour moi, hein, c'est pas se re-questionner, c'est s'autoriser à se faire plaisir et aller vers ce qu'on aime. C'est le plus important, parce que comme je l'ai dit, c'est pour moi important. L'idée, c'est pas d'aller vers la lumière, c'est de mettre de la lumière et donc de la paix, de la joie dans notre vie, dans le quotidien. Donc, c'est faire ce qu'on aime. Mais il faut se l'autoriser, ce qu'on aime. Là, j'accompagne une jeune fille, elle a 37 ans, elle est merveilleuse, directrice, elle est super. Mais waouh, ouais, parce que la vie a fait qu'elle s'est mis plein de freins et elle ne fait pas ce qu'elle aime. Elle a 37 ans, elle a tout l'avenir, enfin, tout va bien. Et donc, c'est lever déjà ces portes qu'on s'est mis, ces verrous que nous nous sommes mis tout seuls dans nos vies. Et voilà, c'est tout simple. Enfin, c'est ça, rien que ça, moi je trouve c'est hyper spirituel de faire ça. Oui, aussi on a une question concernant les tentatives de suicide. Je ne pense pas que l'on puisse avoir envie de revenir avec des souvenirs et en même temps faire une tentative de suicide. Ce n'est pas tout à fait la même démarche. Et il ne faut pas attendre surtout d'une tentative de suicide de pouvoir revenir avec cette envie particulière de l'éveil spirituel. On est dans un domaine très particulier et très personnel. Le but de comprendre que l'au-delà existe n'est pas d'avoir envie d'y aller, mais de savoir
que nous ne sommes que dans une résonance matérielle limitée et que ce d'où nous venons et là où nous retournerons est bien plus grand. Je ne pense pas qu'il faut y voir une autre intention dans les paroles. Non, j'étais avec Christine André une fois qui nous disait, waouh, mais il faut arrêter, notre âme, elle est tellement plus grande que ça, on ignore la puissance de notre âme. Donc ne nous inquiétons pas de ce que nous vivons, même si nous le jugeons. Notre âme est tellement plus lumineuse et plus puissante. Tout va bien. Une vie intérieure pour comprendre notre vie actuelle. Une question, je pense, une dernière de Françoise Astier qui demande comment accéder à nos vies antérieures pour comprendre notre vie actuelle. J'ai envie de rajouter, moi, un petit commentaire. Est-ce bien utile d'avoir accès à nos vies antérieures pour comprendre notre vie actuelle? Que penses-tu, Laurence? C'était une technique qui s'est développée. Un grand merci aux personnes qui ont développé ces techniques et les thérapeutes qui accompagnent en allant chercher dans ses vies antérieures. Pour dénouer certains blocages de sa vie présente, on peut en avoir besoin. Il y a tout plein de thérapeutes et c'est intuitif. Le choix d'un thérapeute, d'un accompagnant, c'est intuitif. Si on sent bien la personne, c'est que c'est la bonne, hein. On peut se tromper aussi. Donc, aller voir des personnes qui font ça, ça peut être utile. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de s'ouvrir parce que quand on est en état expansé de conscience, en état élargi de conscience, parce que le thérapeute nous met en état expansé de conscience, on commence à mieux, et si on n'a pas l'habitude, à mieux percevoir ce que c'est les plans invisibles, de se sentir pleinement exister dans des espaces immatériels, mais pourtant quand on a l'impression qu'ils sont matériels tellement on est dedans. Et ça, c'est les champs vibratoires. Donc, ça peut être une bonne ouverture, ça peut être très utile pour dénouer. Il arrive un moment où on n'a plus forcément besoin de soi. Mais heureusement que ça existe. Merci aux thérapeutes. On peut le faire aussi en hypnose régressive. C'est super bien l'hypnose régressive. Et j'ai travaillé, moi, avec Mathieu Monade. Et on a écrit un livre. Je l'ai accompagné. J'adore les vidéos de Mathieu Monade, si vous allez voir. J'adore Mathieu Monade, déjà tout seul. Donc, forcément, je respecte et j'aime son travail. Et il propose des voyages avec son équipe dans les autres plans. Enfin, c'est un passionné. Ça peut être, ce que je veux dire, c'est qu'à chacun son chemin. Tout est bien. Et si vous avez envie d'expérimenter une technique ou une autre, ben, il suffit de demander autour de soi. Généralement, on va avoir quelqu'un qui dit « Ah mais oui, je connais un tel » ou de regarder, de chercher soi-même. C'est bien. Si vous ressentez le besoin, si nous ressentons le besoin de faire telle ou telle chose, l'autre jour, une personne me disait, j'ai envie de faire un stage de chamanisme, mais j'hésite, le tambour. J'ai dit, ben, vas-y, t'as envie, va l'expérimenter. Donc pareil, on a envie d'aller vie antérieure, et ben il faut le faire. En fait, on se construit, nos chemins, ils sont tous différents, nos chemins. Alors, je crois que nous allons conclure sur ces belles paroles. Encore un grand merci à Laurence. J'invite tous les participants à visiter son site internet, hein. Vous aurez un lien sur le site de l'association Les Signes, mais en tapant Laurence Baranski dans votre moteur de recherche préféré, vous trouverez son site internet. Elle a écrit beaucoup de livres et elle participe à beaucoup de colloques. Donc, quelqu'un qui connaît vraiment son sujet. Moi, j'ai été enchanté de cette conférence. Je ne sais pas, je pense que beaucoup l'ont été d'après les commentaires. Est-ce que c'était bien? Ça vous a plu? Les commentaires ont l'air de dire que c'est très bien. Le président de l'association, lui, il est content quand les participants sont contents.